Bonjour, ici France Bergeron et bienvenue à Parole d'auteur. Mon invitée de cette semaine, Lynn Asselin, est infirmière de profession, titulaire d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université de Montréal et d'une seconde maîtrise en deuil de vie de l'Université de Napora aux États-Unis. En plus d'être infirmière, elle a été conseillère pendant plus de 20 ans et a accompagné plus de 3000 personnes en fin de vie. Son premier livre présente des témoignages de 10 personnes qui ont choisi de renaître avant de mourir, en témoignant de ce qu'elles vivent et ressentent à la veille de leur grand départ. Par la suite, elle a publié un livre présentant une approche de la maladie d'Alzheimer qui peut se décrire comme une bouée de sauvetage pour les accompagnateurs. Nous discuterons de ces sujets avec Mme Asselin. Et en fin d'émission, notre bibliothécaire invité vous présentera ses suggestions de lecture. Bonne émission! Bonjour Lynn et bienvenue à Parole d'auteur. Merci. Lynn, est-ce que c'est à l'adolescence que vous avez décidé de vous en aller en sciences? Parce qu'au départ, avant d'être infirmière, je présume que vous avez fait des études en sciences ou... Oui, en fait, j'ai commencé mes études tout de suite en sciences infirmières, effectivement. Oui? Oui. Au départ, je voulais être médecin. Et puis, finalement, on m'avait conseillé dans ce temps-là, ça ne me rajeunit pas, mais on disait que si on voulait des enfants, on ne pouvait pas être médecin parce qu'on n'aurait pas le temps de faire ce travail-là. Alors, on m'avait suggéré d'être infirmière. Bref, c'est ce que j'ai fait à cette époque-là. Oui. Et vous avez quand même poursuivi vos études par la suite? Ben oui. Oui. Ben oui, comme je ne fais jamais les affaires à moitié. Donc, ça n'a pas été juste un diplôme de base en technique infirmière? J'ai fait la technique, après je suis allée faire le bac, après je suis allée faire la maîtrise, puis après je suis allée faire une autre maîtrise. Ben oui. Ouais, c'est ça. Donc, on va commencer avec le bac. Pourquoi aller plus loin? Et puis la maîtrise aussi. Est-ce que vous aviez des sujets d'intérêt que vous n'aviez pas vus au niveau des études antérieures? Comme en technique, je présume que c'est quand même la base de... Oui. Effectivement, c'était la base. Je trouvais ça super intéressant de travailler auprès des patients, des familles, mais il y a quelque chose qui m'appelait à aller plus loin. Peut-être à être plus autonome dans ma manière de vivre et de faire les choses dans les milieux de soins. Oui. Et dans le cadre de votre première maîtrise, vous avez fait un mémoire, donc j'ai fait une thèse de maîtrise sur le sida. Sur le sida. C'était les premiers cas de sida pédiatrique dans ce temps-là, en 1980 et je ne sais plus quoi. Là. Oui. Et puis, j'avais travaillé avec Dr Lapointe à l'hôpital pour enfants. C'était vraiment très intéressant. C'était l'aspect psychosocial des familles qui étaient aux prises avec le sida pédiatrique. Ouais. Et déjà, là, je vous vois avec les familles. Vous venez de le dire, le mot famille, l'aide aux familles aussi, apporter du soutien, je présume. Oui, complètement. Ce qui me touche vraiment, c'est ce que les gens font de ce qu'ils vivent quand ils sont au cœur d'un passage obligé ou d'une épreuve. Ça a toujours été là. Oui. Ça m'intéresse vraiment. J'ai envie de savoir. Parce que pour moi, les gens que j'accompagne, c'est eux mes enseignants. C'est eux qui vous apprennent. On le lit souvent, on le lit beaucoup c'est vrai dans que je vos le répète. livres. Oui, mais c'est... Je radote des non, fois, pas du tout, pas du tout. On a besoin de se le faire dire de toutes les façons. Et vous avez fait une deuxième maîtrise aux États-Unis. Ouais. Pourquoi être allé si loin? Parce que ça se fait pas ici? Ou... Non, c'est ça se donne pas ailleurs. C'est à la suite du décès de mon mari. Évidemment, ça a été difficile pour moi. Et puis, je me suis sentie interpellée à aller plus loin encore dans la démarche du deuil, puis de l'accompagnement de fin de vie, parce que plus ça allait, moins je me reconnaissais dans les milieux traditionnels, institutionnels, même j'oserais dire que je dérangeais de par mon approche. Et il y avait cette maîtrise-là au Colorado, à l'Université de Naropa. C'est la seule université en Amérique du Nord qui offre... un aspect spirituel dans le cadre des études de maîtrise. Donc, c'était vraiment intéressant. Il y avait des gens de partout, puis on avait tous la même aspiration. C'est qu'on se retrouvait comme une grosse famille qui voulait accompagner les gens à partir du cœur. Ça faisait du bien. Oui, je présume. Ça faisait beaucoup de bien. Parce que ça doit être rare d'avoir la chance, parce que c'en est une quand même, la chance de côtoyer des gens autour de nous qui ont tous un peu le même état d'esprit, qui veulent tous la même chose. Oui, voilà. Surtout quand tu déranges dans ton milieu. Oui. Ça a dû vous faire du bien. Parce que si on se place il y a 15 ans, c'était encore plus dérangeant de parler de la spiritualité que maintenant. Toute la peur des sectes, dès qu'on embarque dans ce sujet-là. Puis je peux comprendre que les gens aient une certaine inquiétude.
Mais en même temps, quand tu arrives à la fin de vie, puis au niveau du deuil, c'est la quête de sens obligatoire. On se demande ce qu'on fait ici, pourquoi ça nous est arrivé, où est-ce qu'on s'en va. Alors, la spiritualité, c'est ça, finalement. C'est pas la religion, c'est pas le cloisonnement, mais c'est au contraire, c'est comme tout décloisonner pour aller se reconnecter au bon endroit. Oui. Et est-ce que vous aviez un mémoire? Est-ce que c'est comme une maîtrise ou c'est une maîtrise professionnelle ou c'est une maîtrise plus de type professionnel avec des exactement. stages? Et puis... Celle-ci, c'était vraiment des stages, des interactions entre nous. Oui. Donc, vous avez vraiment développé une expertise, je dirais, assez particulière et peu ordinaire. Oui, c'est peut-être comme ça qu'il faut le dire. Oui, parce que je connais pas beaucoup de gens qui ont... non, moi non plus. Non, plus, vous êtes dans le domaine. C'est pas très traditionnel. Non, c'est ça. C'est vrai. Et par la suite, vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle « La sagesse au fil d'arrivée ». Oui. On va prendre une courte pause et puis je vais vous demander de nous faire une lecture pour qu'on se fasse un peu une idée de ce qu'on retrouve dans le livre. Avec plaisir. Alors ici, c'est mon mari qui parle avant son décès. Tu vois, Lynn, me souffle Gilles à l'oreille, la sagesse n'a pas d'âge, ni de forme, ni de concept. Elle est tout simplement, à partir du moment où elle a l'espace nécessaire pour se manifester. Ce n'est qu'à mon propre fil d'arrivée que j'ai non seulement compris l'essence de la sagesse, mais que j'ai commencé à y toucher. Un jour à la fois, il semble que les yeux de mon cœur se sont ouverts sur le fil de ces mêmes espaces de temps où j'étais prête à tout laisser tomber, me croyant abandonnée de la vie et surtout de Dieu. Et puis, peu à peu, en brisant les voiles de l'ignorance, je me suis mise à voir autre chose, à comprendre et à toucher à la vie au-delà de la vie. Un peu comme si tout à coup, on m'avait donné une clé qui permettait le passage à une autre dimension de la vie sur Terre. Une clé qui facilite l'accès à la paix d'esprit et au bonheur durable. Ça y est, j'y touche, à un point tel que je me demande bien souvent si c'est pas ça la vraie vie. Celle qui meurt pas, celle qui vit au-delà de l'âge, de la maladie, des émotions et des changements que la vie propose. Lynn, je suis certaine que déjà au départ, vous aviez une propension à aider les autres, à vouloir faire de l'accompagnement et c'est ça qui vous a amené, comme on discutait tout à l'heure, de faire une seconde maîtrise pour les deuils en fin de vie. Ouais. Et votre livre poursuit, en fait, ces études de maîtrise, si je comprends bien, mais en pratique un peu, plusieurs cas vécus. Mais comme je disais au début, vous avez accompagné tellement de gens que je me demande comment vous avez fait pour choisir 10 cas. Comment ça s'est fait, ce choix-là, ou ce livre-là? L'idée, premièrement, d'écrire un livre, déjà au départ. Bon, l'idée d'écrire un livre, c'est une promesse que j'ai faite à mon mari qui est en fin de vie. Alors, avant de mourir, il me fait promettre de vouer le reste de ma vie à rappeler aux gens qu'il ne faut pas attendre la fin de sa vie pour se rappeler l'essentiel, puis surtout pour vivre en accord avec l'essentiel, ce qui est quand même pas rien comme message. Et comme je l'aimais beaucoup, c'est l'homme de ma vie, c'était mon âme sœur, je ne pouvais pas le faire, même si j'avais plus envie de le faire, parce que quand il est parti, j'avais plus envie de rien. Bref, parce qu'il me l'a fait promettre, je suis allée chercher les histoires de personnes qui... les gens qui ont choisi de renaître avant de mourir, comme vous disiez tout à l'heure. Pour moi, c'est important. Puis, ça va peut-être surprendre les gens, mais sur les 3000 que j'ai accompagnés, il n'y en a pas beaucoup qui choisissent de renaître avant de mourir. C'est pour ça qu'il y a 10 histoires, parce qu'on ne veut pas mourir, puis on ne veut pas savoir qu'on va mourir. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'à la fin de la vie, si on n'a jamais voulu envisager le fait qu'on est mortel, on ne peut pas être serein à la fin de la vie. C'est difficile, en tout cas. C'est possible. Tout est possible tout le temps jusqu'à la dernière seconde. Ça, c'est vraiment clair. Mais il va de soi que quand on arrive à la fin, si on s'est leurré toute notre vie ou qu'on n'a pas voulu voir ça, mais qu'est-ce qui arrive? On est face à ça. On est face à nos peurs, à ce qu'on n'a pas voulu voir, ou tout simplement on se referme pour ne pas vivre ces états-là, parce que c'est quand même pas évident quand on ne sait pas où on s'en va. On ne sait pas pourquoi on était sur la Terre, on ne sait pas d'où on vient, on regrette beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose là-dessus, les 5 regrets des personnes en fin de vie, c'est pas pour rien. Et les gens vraiment qui choisissent à la fin de leur vie de regarder leur vie
de voir ce qu'ils ont appris de leur vie, de guérir ce qu'ils ont à guérir, de se connecter avec leurs sources d'inspiration puis de mourir en paix, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. C'est pour ça que, pour moi, ils sont des messagers. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, vous parlez, c'est ça, de gens à qui vous posez la question, un peu, qu'est-ce que tu es le plus fier, avec quoi tu veux partir vers l'au-delà? Ouais. Est-ce que ce sont des questions, des sujets que vous pouvez parler avec tout le monde que vous accompagnez? Non. Comment vous choisissez? Je ne choisis pas. Je pars toujours de la personne pour lui parler. Et toujours dans le respect de qui elle est et de là où elle veut aller. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si je me branche avec elle en arrivant, puis je la suis. Oui. Si elle ne veut pas aller là, je ne vais pas. Je l'aime comme elle est, là où elle est, sans vouloir qu'elle soit autrement. C'est vraiment un accompagnement qui est totalement inconditionnel. Mais quand le lien est créé, le lien de confiance est là, puis qui me permettent d'aller plus loin, qu'ils ont envie d'aller plus loin, là, c'est sûr que je peux poser plein de questions comme ça, de quoi ils sont fiers. Oui. Parce que quand les gens ils sont fiers de quelque chose, ça crée un état d'esprit positif qui fait en sorte qu'ils vont faire le passage avec plus de facilité. Oui, plus de sérénité. Oui, c'est plus juste ça, plus de sérénité. Oui. Effectivement. Parce que des gens qui partent avec la colère au cœur. Alors, ça, je me demandais comment vous étiez, vous, face à ces gens-là. Parce que c'est pas vous qui choisissiez d'accompagner les gens. Comment ça se passait au juste dans votre quotidien? Vous voulez dire quoi? Quand vous étiez infirmière, vous deviez accompagner des gens. Oui. Est-ce que c'est pas vous qui choisissiez des personnes? Non. Tous les gens qui entraient en soins palliatifs, j'allais les voir. D'accord. Oui. Et là, il y en a qui étaient davantage prêts à aller plus loin que d'autres. Puis d'autres pas du tout. Mais pour moi, mon travail, il ne se mesurait pas à est-ce que j'ai réussi à les amener quelque part ou pas, parce que je suis qui, moi, pour décider qu'il faut qu'ils cheminent. Donc, je les prenais où ils étaient. Mon travail, c'était de les aimer tels qu'ils étaient. Oui. Et de leur faire un petit bout de chemin, quel qu'il soit, je présume. S'ils avaient envie de le faire avec moi. Oui. C'est toujours pareil. Hein? Donc, c'est pour ça, souvent, dans le livre aussi, je remarquais, mais peut-être parce que c'est surtout au sujet des 10 cas relatés, mais souvent, vous retournez la question. Quelqu'un va vous dire, qu'est-ce que tu penses, Lynn, de l'au-delà, par exemple? Comment tu vois ça, Lynn, l'au-delà? Et là, souvent, vous dites dans le livre, et toi, comment tu le vois? Je trouvais ça intéressant comme approche, parce que dans le fond, vous n'êtes pas un maître, et vous l'avez dit tantôt, ce sont eux qui vous enseignent. Oui, puis c'est parce que je sais maintenant... ça sert à quelque chose de vieillir. Hein? Oui. Je sais maintenant que tout le monde a ses propres réponses. Et que c'est tentant de vouloir donner des réponses à l'autre pour l'aider. Mais ce n'est pas un service à lui rendre parce que, de un, on peut entraver son rythme. Et de deux, c'est vraiment la personne qui a ses réponses. Il n'y a personne qui a les mêmes réponses. Et même quand la personne ne les trouve pas, je dis, pense-y, tu me le diras demain. Oui. Donc, ça permet à la personne de retrouver un pouvoir d'action sur sa situation. Parce que ce qui est le plus difficile dans toutes ces situations-là, c'est qu'on a l'impression qu'on est totalement impuissant, qu'on a zéro pouvoir d'action. Et là, quand on fait ça, on dit à l'autre, tu es autant que je suis. C'est juste que tu es à un endroit différent, à un moment différent, mais tu n'es pas moins que moi, tu n'es pas plus vulnérable que moi. Et ça aide la personne à ouvrir l'espace à partir duquel il peut aller voir, contacter ses propres réponses. Les gens sont tellement contents quand ils trouvent leur réponse. Puis en plus, quand on est intéressé à leur réponse, c'est encore mieux. Oui. Parce que c'était ça aussi votre rôle, parce que vous étiez dans un hôpital de la région et c'était vraiment votre rôle en conseillère en soins palliatifs. Oui, tout à fait. Alors, il y a des gens aussi que vous avez rencontrés, je trouve ça intéressant dans le livre parce qu'il y a de tout genre de personnes. Oui, complètement. Oui, il y a des gens qui étaient comme... j'ai en souvenance d'un médecin, entre autres, qui avait été reconnu toujours pour son travail, mais peut-être pas pour son humanité. Enfin, pour l'être humain, je veux dire, il avait été reconnu pour sa formation professionnelle, pour son professionnalisme, ses connaissances, parce qu'il était quelqu'un comme médecin. Et là, de se retrouver au même niveau que les autres, ça ne devait pas être le seul personnage que vous avez rencontré. Mais non. En fait, il était super gentil, puis il était très humain. Oui. Justement, parce que c'est ça d'être humain, c'est d'oublier qu'on est autre chose. Et de se coincer, d'être pris dans notre identité professionnelle ou d'autres identités parentales ou quoi que ce soit. Puis c'est sûr que quand on arrive à la fin de vie, on ne peut plus se cacher derrière une identité parce que ces identités-là ne nous suivent pas de l'autre côté des nuages. Donc, on est un peu démasqué. C'est un petit peu ça qui s'est passé. En même temps, ça a été un enseignant extraordinaire parce qu'il est venu montrer que malgré tout ça, malgré l'humanité, les réflexes qu'on a, les peurs aussi, parce que c'est beaucoup ça, oui. eh bien, on est face à soi-même quand on s'en va.
Et est-ce que parmi ces gens-là, la majorité des gens peuvent verbaliser ce qu'ils sont venus soigner sur Terre ou améliorer sur Terre? J'ai le terme soigner parce qu'on est à l'hôpital, mais ça peut être aussi améliorer, quelque chose qu'on doit améliorer. Je trouve que c'est un gros objectif à se donner en fin de vie parce que déjà, on est plus vulnérable, on est souvent souffrant. Par contre, transformer ce qui nous éloigne de la sérénité, oui. Se donner les moyens, comme par exemple se pardonner à soi-même, trouver une source une croyance qui nous rassure, qui nous fait du bien pour pouvoir s'accrocher après quelque chose. Je le mettrais plus comme ça, tu vois. Être fier de ce qu'on a fait, créer des liens, parce que se rappeler que nourrir des liens d'amour, on peut faire ça jusqu'à notre dernière respiration. Toujours le mettre sur quelque chose de positif, de possible pour la personne, pour que ce soit ouvert et non fermé comme espace. Je comprends. On va faire une deuxième pause et puis je vais vous laisser quelques minutes pour nous faire une lecture d'un autre livre. Oui. Ce livre s'adresse d'abord à vous, atteints de la maladie d'Alzheimer, qui pouvez encore me lire. Je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez vous rappeler que vous êtes plus que votre maladie, qu'il y a une partie de vous qui n'est pas malade et qui ne le sera jamais, votre âme ou si vous préférez, votre cœur. Sachez que la mémoire de votre cœur ne disparaîtra jamais. Elle sera toujours là, derrière les voiles qui s'abattront sur votre mémoire et sur votre jugement. Alors que vous serez appelé à rencontrer votre monde intérieur, je tiens à vous dire que nous ferons de notre mieux pour venir vous rejoindre par la voie du cœur. De notre tête à notre cœur, nous apprendrons à vous toucher, là où tout est possible, là où tout redevient possible, là où la vie n'est plus cloisonnée derrière les paramètres du mental, les critères d'efficience et de performance qui la régissent. D'un cœur à l'autre, nous apprendrons et continuerons à nourrir des liens d'amour avec vous, parce que sans l'amour, la vie n'est rien. Lynn, j'avais assisté au lancement de votre livre « La face cachée de la maladie d'Alzheimer » et j'avais été fortement impressionnée par un témoignage d'un monsieur qui se disait atteint de cette maladie et qui avait pris la parole pour en parler. Et je me suis dit, c'est qui cette personne-là, Lynn Asselin, pour être capable d'aller chercher un tel témoignage? Alors, je me demandais comment vous avez fait pour aller chercher des témoignages pareils? Je sais pas, mais moi, ce que je me suis dit, c'est « wow, c'est le monsieur qui m'a impressionnée. » Je trouvais ça tellement magnifique qu'un homme atteint comme ça ait l'humilité puis le courage de venir en avant devant tout le monde pour parler de comment il vit les choses, puis pour rappeler à tout le monde qu'il est quelqu'un. C'est pas parce que sa mémoire est en train de s'éteindre qu'il n'est pas quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un que la Société d'Alzheimer m'avait référé. Mais à mon tour, j'ai été touchée parce qu'elle a accepté. Oui. Oui, complètement. Oui, sa femme aussi, d'ailleurs. Ben, c'est ça, parce que c'est quelque chose d'accompagner une personne qui a la maladie d'Alzheimer au quotidien, c'est clair. Est-ce que ce sont des expériences que vous avez eues qui vous ont fait vécu, c'est-à-dire qui vous ont fait donner l'idée d'écrire ce livre? Oui, cette fois-là, non, pas du tout. C'est une conférence que j'avais donnée parce que j'ai transposé l'approche que j'ai développée. L'approche étant, j'ai essayé de le faire court, là, mais quand je demandais aux personnes en fin de vie qu'est-ce qu'ils apportaient avec eux au terme de leur existence, ils me disaient tous des souvenirs d'amour. Donc, je me suis dit, il semble que tous les gens ont l'air de savoir intuitivement que ça ne meurt pas. Alors, j'ai transposé cette approche-là au niveau de la maladie d'Alzheimer et pendant quelques années, je l'ai expérimentée auprès des patients, auprès des proches et du personnel soignant que j'ai formé. Et puis, bien, ça a donné des résultats intéressants. Alors, je donnais une conférence à Granby là-dessus. Puis il y a quelqu'un en avant qui me dit « Eh oh, quand est-ce que tu vas écrire là-dessus? Parce qu'on ne trouve pas ça nulle part, ce que tu dis. » Et ils sont tous mis à applaudir puis à me dire « On veut un livre, on veut un livre. » Fait que je fais « Bon, OK, je l'écris. » Alors, celui-là, je l'écris à la demande des gens. Et dedans, évidemment, je donne toujours beaucoup d'exemples dans mes bouquins. Et bien là, je parle de situations réelles que j'ai vécues, bien sûr, avec des patients, des familles, des situations qui étaient difficiles à transformer, qui ont vu le jour à partir d'un autre espace qui est celui du cœur. Oui. Ah, et je présume que les gens doivent être reconnaissants d'avoir... Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce qu'on fait des témoignages suite à la lecture de ce livre? Oui, bien sûr, on en parle. C'est quand même un livre qui est audacieux. Oui. Moi, je m'en aperçois pas parce que je vis là-dedans puis je respire ça. Oui, mais nous, de l'extérieur... Effectivement, c'est audacieux parce que de parler de l'amour, de parler du cœur, de parler de tout ça,
Bien, on est en chemin, mais ça fait encore des petits soubresauts. On a de la misère à croire qu'on est ça, que c'est possible avec nous, que le fait d'être amour, ça peut transformer une relation, que c'est ça qu'on apporte. Mais j'assume. J'assume parce que j'en ai été témoin tellement de fois, puis j'ai vu la magie de l'amour opérer auprès des gens. Donc, je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans mes moments les plus difficiles, puis je l'ai vu dans les yeux de ces gens-là. Donc, j'ai rien à prouver, j'ai rien à défendre, mais je ne pouvais pas en parler. Alors, je ne suis pas une spécialiste en maladie d'Alzheimer, mais j'ai dit ce que j'avais à dire là-dedans. Mais justement, c'est ce que vous venez de dire, je pense, le fait de vous cataloguer comme étant non spécialiste, mais le fait d'avoir travaillé auprès de ces gens-là font que le livre se lit très bien et pour toute personne. Je pense que même quelqu'un qui n'a pas un de ses proches qui est atteint de cette terrible maladie, mais au moins, ça nous renseigne. Et puis, on sait, on connaît davantage la maladie suite à ça. C'est vrai, puis même, je dirais que certains intervieweurs me disaient quand le livre est sorti qu'il y a au moins la moitié du livre qui sont des outils d'accompagnement qui peuvent se prêter à toute forme de difficultés de santé ou de perte d'autonomie. Donc, oui, c'est vrai qu'il contient plus que ça. Oui, hein? Et vous faites des conférences. Est-ce que vous avez d'autres projets hors conférence? Ou, plus que jamais. Oui. Plus que jamais. Ça bouillonne de partout. Oui. J'en doute pas, mais encore. Parce que j'ai vu sur votre site, vous avez un site Internet où on peut visionner de très beaux vidéos. Oui. Et je me demandais, c'est ça, quels sont vos projets, vos prochains projets? Oui, effectivement. Ben là, je suis en train d'écrire un bouquin actuellement qui part un peu de mon histoire parce que ça fait longtemps que les gens me disent on veut savoir ce que tu as fait de ce qui t'est arrivé parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse. Oui. Alors, mais je voulais pas faire une autobiographie. Ça ne m'intéressait pas trop, de toute façon. C'est comme un récit de vie, en fait. En fait, ça a tourné de façon très intéressante. La base, c'est l'enfant blessé. Puis le bouquin, c'est une trilogie entre le mental, l'enfant blessé, puis l'âme, qui est après s'installer. Puis de voir comment tout ça peut s'interrelier pour finir par s'unir et puis donner une vie plus unifiée. Oui. Ouais. Donc ça, c'est le bouquin dans lequel je suis actuellement. Oui, je suis trop contente parce que l'enfant blessé, c'est un sujet tellement, tellement important. Et puis, je racontais à mon père que j'écrivais un bouquin là-dessus. Puis, je disais, ben j'espère que tu n'as pas peur que je parle en mal de toi ou de maman ou quoi que ce soit. Puis là, il me dit, ah non, carrément pas, parce qu'il me dit, quand même à 76 ans, tu vois, il me dit, on est tous des enfants blessés. Donc, je suis très contente que tu en parles. Alors, j'ai vraiment trouvé ça beau. Bien, on va surveiller de près la sortie de ce fameux livre. Ah oui, ça vient, ça vient. Et puis, on en reparlera probablement dans une autre émission. Avec plaisir. Bonne chance pour tous vos prochains projets. Merci. Bonjour, bienvenue au Club de tricot de la Bibliothèque de Saint-Bruno. Et oui, aujourd'hui, je sors des sentiers battus. Je vous parle de tricot. Parce que dans une bibliothèque, vous allez trouver une kyrielle de livres pour tricoter, pour apprendre à tricoter, pour aussi avoir toutes sortes de patrons. Je commence par un premier livre qui s'appelle « Tricoter haut en couleur ». Dans ce document, qui est très, très, très bien fait, vous allez avoir dans les premiers chapitres la base, les points de base, comment commencer un tricot, comment diminuer, comment augmenter, vraiment la base. Et ensuite, comme c'est un livre pour débutants, vous allez y retrouver 10 projets simples et 10 projets plus compliqué. Donc, pour commencer, de Anna Wilkinson, vous avez tricot et haut en couleur. Vous êtes plus avancé, vous voulez explorer de nouvelles avenues, pourquoi pas tricoter de superbes chaussettes? Avec chaussettes à tricoter, c'est incroyable ce qu'on peut trouver comme modèle de bas de tout acabit. Court, long, tube, dans ce document-là, vous allez trouver ce que vous avez de besoin. Entre autres, on a ici les fameux chaussettes tubes très colorées. Et vous avez aussi un modèle qui est extrêmement intéressant, les chaussettes tabi à rayures. Dans le document, vous allez avoir tout ce qu'il faut, la quantité de laine et le patron pour le faire. Vous voulez
Vous faire des foulards et des écharpes, l'hiver arrive, vous voulez avoir l'air un look plus mode, avec écharpe ici à tricoter, vous allez avoir des patrons extrêmement détaillés pour faire toutes les écharpes que vous voulez réaliser. Vous n'aimez pas tricoter? À la bibliothèque, on a aussi d'excellents romans sur les clubs de tricot. Le premier, vous avez le livre de Anne Wood, Le cercle des tricoteuses. Ensuite, pourquoi ne pas aborder les tricoteuses du bord de mer? Et pour finir, le Club des tricoteuses. Dans celui-là, vous allez avoir la chance d'en lire 3. L'auteur a écrit 3 romans autour du même groupe. Vous n'aimez pas le tricot? Bon, bien, pourquoi pas finir en beauté, en musique, avec le groupe Tricot Machine, qui a été très populaire au Québec dans les années 2000. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos projets de tricot. Moi, je suis le bibliothécaire Jacques Plante du Québec. Je me suis mis au tricot il y a quelques mois. C'est un passe-temps agréable, puis ça me permet de me détendre. Fait que sur ce, je vous souhaite bon tricot, bonne bibliothèque, parce que c'est ici que vous allez trouver vos livres pour vos beaux projets. Merci. Merci à notre bibliothécaire de la semaine pour ses belles suggestions. Et j'en profite pour vous suggérer de visiter justement ces bibliothèques de notre région qui regorgent de belles découvertes. N'hésitez pas à communiquer avec tous les bibliothécaires afin d'avoir leur avis sur ce qui peut vous intéresser. Et enfin, merci à Mme Asselin pour cette entrevue. Je vous invite à consulter son site Internet sur lequel vous ferez aussi plein de belles découvertes. Sur ce, bonne semaine, mais surtout, bonne lecture. Salut, je m'appelle Amélie Bouchard, je suis auteure jeunesse chez Québec Amérique et je serai l'invitée de France Bergeron à Parole d'auteur la semaine prochaine.